Une langue, est-ce que ça peut être plus qu'un simple outil pour communiquer? Est-ce que ça peut devenir une sorte de patrie, une deuxième naissance, ou même une raison de vivre? C'est ce voyage assez incroyable qu'on va explorer aujourd'hui, celui d'un homme qui a décidé de se réincarner, littéralement, dans une langue qui n'était pas la sienne au départ. Cette phrase, elle est d'une intensité folle, non? Elle est signée Akira Mizubayashi, un auteur japonais, et franchement, elle est tellement puissante qu'on est obligé de s'arrêter un instant pour y réfléchir. Comment est-ce possible? Comment l'apprentissage d'une langue étrangère peut devenir quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi existentiel? Et voilà, on touche au cœur du sujet. On va suivre le parcours d'Akira Mizubayashi pour essayer de comprendre comment le français est devenu pour lui bien plus qu'une simple langue, une toute nouvelle façon d'exister. Bon, allons-y, plongeons dans cette histoire. Alors, tout commence au Japon dans les années 70. Pour le jeune Akira Mizubayashi, ce qu'il pousse vers le français, c'est pas juste une curiosité pour une culture étrangère, non, c'est bien plus profond que ça. C'est un véritable sentiment de suffocation. En fait, Mizubayashi se sent complètement piégé par sa propre langue. Pour lui, elle est usée, déconnectée de la réalité. Il a cette image très forte de mots qui flottent comme des méduses en pullulement. Il parle même d'une inflation linguistique généralisée qui l'enferme dans une solitude immense. Et c'est ça qui est fascinant dans sa quête. Ce n'est pas un hobby, c'est une tentative d'évasion. C'est une nécessité vitale. Heureusement, dans cette espèce de prison linguistique, des lueurs d'espoir apparaissent. Des sortes de guides, qu'ils soient réels ou imaginaires, qui vont lui montrer un chemin vers cet ailleurs qu'il cherche si désespérément, à travers la langue française. Le premier guide, c'est un guide intellectuel, le philosophe japonais Harimasa Mori. Mizubayashi tombe sur cette phrase lors d'un examen et là c'est le choc. Une révélation. Il comprend que pour lui, apprendre une langue, ça ne peut pas être juste accumuler du vocabulaire, non. Ça doit être le projet de toute une vie, une quête pour que les mots et la chose coïncident parfaitement. Le deuxième guide est beaucoup plus intime cette fois. C'est son père, un homme qui ne parle pas beaucoup de son soutien, mais qui le prouve par des sacrifices absolument extraordinaires juste pour offrir à ses fils un accès à ce monde occidental qu'il admire tant. Tenez, un exemple incroyable pour que son fils Akira puisse enregistrer et répéter en boucle obsessionnellement ses leçons de français à la radio. Son père lui achète un magnétophone Sony, une petite fortune à l'époque, on parle d'environ 3 mois de son salaire. Cet objet, ce magnétophone, devient le moteur de son immersion. Et ça illustre parfaitement ce lien hyper puissant qui va se tisser entre la langue, le sacrifice et l'amour d'un père. Bon, le troisième guide, alors là, c'est beaucoup plus surprenant. Ce n'est pas une personne réelle, c'est un personnage d'opéra. Pour ce jeune homme, complètement tourmenté par le décalage entre ce qu'on est et ce qu'on montre dans la société japonaise de l'époque, le personnage de Suzanne est une véritable révélation. Suzanne, pour lui, elle incarne absolument tout ce à quoi il aspire. Elle est intelligente, mais sans être arrogante. Elle est tendre, mais sans être soumise. En fait, elle n'est ni au-dessus, ni en dessous d'elle-même. Elle tombe juste, comme il le dit. En elle, Mizubayashi voit la promesse d'un monde où les mots et les êtres sont enfin authentiques. Et ça ne fait que renforcer son désir de plonger dans cette Europe du XVIIIe siècle et sa langue, le français. Allez, on avance. Voyons maintenant comment tout ça se met en place. Parce que bon, après le rêve, il y a la réalité, hein. En 1973, Mizubayashi quitte le Japon pour la France. Il est prêt à se confronter à cette langue qu'il a tant aimée de loin. Et cette confrontation, eh bien, elle va être aussi difficile qu'humiliante. Le parcours est assez fulgurant en fait. En à peine 3 ans, il passe de l'écoute religieuse de la radio à une immersion totale en France. Il débarque à Montpellier avec une connaissance théorique parfaite du français, mais sans aucune expérience de la parole vivante, incarnée. C'est là que le véritable apprentissage commence. Et là, c'est le choc, brutal. Imaginez la scène. Il demande son chemin à une étudiante, elle lui répond gentiment, et au moment de la remercier, il sort un « merci beaucoup, monsieur », un automatisme scolaire complètement incontrôlé. Il raconte qu'il est devenu tout rouge, envahi par une honte immense. Il se voit comme un simple automate. Et quelques mois plus tard, rebelote. Nouvelle mésaventure. Il veut complimenter une amie sur son pantalon bleu marine, et il a la bonne idée de vouloir partager le mot japonais pour cette couleur. Con. Sauf qu'il réalise, mais beaucoup trop tard, que la sonorité est identique à l'un des pires jurons en français. Le mal est fait. Un silence de mort s'installe, un abîme de malentendus. Mais attention, ces expériences, aussi douloureuses qu'elles soient, ce ne sont pas du tout des échecs. En réalité, elles sont les étapes absolument cruciales d'une transformation bien plus profonde que le simple apprentissage d'un vocabulaire. Chaque erreur, chaque moment de honte, chaque effort pour trouver le mot juste, c'était une pierre de plus ajoutée à la construction d'une nouvelle identité.
Le but n'était plus de traduire sa pensée du japonais au français, mais de commencer à penser, à sentir, à vivre directement en français. C'est de toute cette expérience qu'il va tirer un concept magnifique et très personnel, la langue paternelle. Pour lui, le point essentiel, ce n'est pas que son père lui ait transmis le français, c'est qu'il lui a donné les moyens, le magnétophone, ce soutien silencieux, et l'inspiration pour se l'approprier, comme un véritable héritage spirituel. Et voilà, on arrive à la conclusion de son voyage. Cette phrase, elle résume tout. Elle unit le sacrifice de son père, la philosophie d'Harry Masamori, l'idéal incarné par Suzanne, et ses propres galères, ses propres victoires. Le français n'est plus une langue étrangère, c'est la langue reçue de la figure du père, celle dans laquelle il a choisi de naître une seconde fois. Au final, l'histoire d'Akira Mitsubayashi nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse. Elle suggère que s'approprier une langue, c'est peut-être bien plus que d'apprendre à parler. C'est peut-être s'offrir la chance de se reconstruire et de décider consciemment qui l'on a vraiment envie d'être.